Alors, peut-être qu'on peut parler effectivement de ce qui s'est passé très récemment en Argentine, où on a vu une petite fille de 11 ans qui a été obligée de poursuivre une grossesse au péril de sa santé et même de sa vie, tout simplement pour soi-disant sauver les deux vies, avec l'appui de l'Église catholique, des autorités sanitaires du pays et du gouvernement local qui voulait absolument empêcher cette gamine d'avoir accès à l'avortement alors qu'elle était enceinte du mari de sa grand-mère et qu'elle disait depuis le début: je veux qu'on me retire ce que le vieux m'a mis dans le ventre. Voilà. Et donc, une gynécologue est intervenue auprès de cette gamine et a obligé à ce qu'elle ait une césarienne parce qu'elle était en danger de mort. Le bébé est mort, il n'a pas survécu et la gamine a été mise en grave danger. Ça s'est passé en Argentine très récemment. Et je pense que ça illustre la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Effectivement, des droits en recul dans un certain nombre de pays ou qui n'ont jamais été autorisés. Je pense à l'Argentine notamment et en Amérique latine. Mais quand on voit aujourd'hui la situation aux États-Unis, où depuis le début de l'année, c'est quasiment 300 mesures qui ont été prises contre l'avortement. On a en tête le Mississippi, l'Ohio très récemment, où on a, et la Georgie, où on arrête, on va obliger les femmes à avorter avant 6 semaines si elles le veulent, et après il n'y aura plus de possibilité d'avortement. Plus de possibilités d'avortement, même en cas de viol et en cas d'inceste. Et avec en plus, derrière, pour la Georgie, peut-être, ou l'Ohio, la possibilité de, dans le projet de loi, de recourir à la peine de mort pour les femmes qui avorteraient quand même, quoi. Voilà un petit peu la situation dans le monde. Alors, bon, on peut penser qu'effectivement, en Europe, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais en même temps, on voit bien de fortes menaces sur ce droit en Europe. Je pense à la Pologne, très récemment, où effectivement encore il y a ce projet de loi pour restreindre l'avortement qui est déjà beaucoup limité, puisqu'on a seulement 3 cas dans lesquels on peut avorter: en cas de malformation fœtale, en cas de danger pour la vie de la mère ou de l'enfant, et en cas de viol et d'inceste. Et on voudrait pouvoir effectivement retirer la cause de malformation fœtale, en considérant que tous les enfants doivent être accueillis. Je parle de la Pologne, je parle de l'Espagne, où on se souvient des fortes mobilisations des femmes espagnoles qui ont fait reculer le gouvernement avec le soutien des femmes en Europe, partout. Et puis, sans aller jusqu'aux lois, je pense par exemple à la Hongrie, qui a instauré dans la Constitution le droit de l'enfant à naître, qui a également instauré d'ailleurs dans la Constitution le fait que le mariage, c'est une institution entre un homme et une femme exclusivement. Voilà. Et sans toucher aux lois, je pense à l'Italie aujourd'hui, où on a plus de 70% des médecins qui opposent leur clause de conscience, voire 95-98% des médecins dans certaines provinces, dans les hôpitaux publics. Ça, je pense que c'est important de le préciser, parce que c'est pas seulement dans les cliniques catholiques, c'est dans les hôpitaux publics, et on voit bien là l'influence du Vatican jusque sur les carrières des médecins, qui du coup ne sont pas tous profondément opposés à l'avortement, mais en tout cas ne feront pas d'avortement parce que les menaces sont trop importantes. Donc sans toucher aux lois, on peut restreindre l'avortement si on le veut. C'est pourquoi c'est important de se mobiliser sur ce droit à l'avortement, qui est un des droits aujourd'hui le plus remis en cause, en même temps que l'éducation à la sexualité, et qui est en même temps un des droits qui conditionne aujourd'hui la possibilité pour les femmes de disposer de leur corps. En même temps, si on est plus optimiste, on voit aussi la situation en Irlande, où les choses ont vraiment évolué, puisque maintenant on a retiré de la Constitution l'interdiction de se prononcer sur l'avortement, et une loi a été promulguée en fin d'année 2018. Donc les femmes aujourd'hui peuvent avorter en Irlande, je précise bien en République irlandaise, puisque les femmes du nord de l'Irlande aujourd'hui sont toujours soumises à cette loi inique qui les empêche d'avorter, et que le gouvernement anglais n'est toujours pas décidé à permettre à ces femmes irlandaises de pouvoir avoir accès à l'avortement. Il y a encore du travail à faire pour que le droit à l'avortement devienne effectif pour tout le monde, parce qu'il y a un grand besoin de former les professionnels de santé sur cette question, de leur permettre de le faire sans stigmatiser ni les professionnels de santé, ni les personnes qui veulent avorter. Donc il y a un gros travail à faire, d'autant que
Là aussi, on constate aujourd'hui un mouvement important des anti-choix pour effectivement rendre difficile l'accès à ce droit à l'avortement. Peut-être que ce qui est important de préciser aujourd'hui, c'est les mouvements à l'œuvre en Europe et dans le monde contre ces droits sexuels et reproductifs. Et je pense qu'il y a un document qui, moi, me paraît très intéressant pour étudier ça et qui a été travaillé par le Forum parlementaire européen, qui est ce document qui s'appelle Restaurer l'ordre naturel, que tout le monde devrait lire avant les élections européennes. Donc ce document analyse le projet des anti-choix, j'ai envie de dire organisés au niveau européen, contre les droits sexuels et reproductifs. Alors, c'est pas seulement contre les droits sexuels et reproductifs, vraiment, c'est contre l'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, c'est vraiment leur objectif, c'est de dire il faut restaurer l'ordre naturel, comme s'il existait un ordre naturel, et cet ordre naturel, c'est bien sûr dans un couple, une femme qui fait des enfants et un homme qui dirige le monde, pour faire court. Donc c'est vraiment se battre contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pour cela, ça veut dire que les femmes doivent pouvoir faire des enfants, que les femmes doivent pouvoir effectivement pour cela laisser faire la nature. Donc laisser faire la nature, c'est pas de contraception. Donc ils se battent à la fois contre l'avortement, bien sûr, contre la contraception aussi qui ne serait pas naturelle, contre le divorce, puisque à partir du moment où on est marié, ben, on reste ensemble, et que le divorce a été le début de la fin, en gros, pour faire court. Et puis contre les droits des personnes LGBT, puisque l'objectif de la sexualité, c'est de faire des enfants, c'est la procréation, et que donc les relations homosexuelles sont par nature contre nature. Voilà. En gros, le projet de ces personnes pour l'Europe, donc ils sont bien organisés au niveau européen, avec des moyens importants, il faut le dire. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de l'initiative de One of Us, un de nous, qui avait été la première pétition citoyenne au niveau européen, qui avait recueilli près d'1,7 million de signatures, et qui avait vraiment comme objectif de faire en sorte qu'on retire les financements européens aux associations qui agissaient pour défendre les droits sexuels et reproductifs, notamment le droit à l'avortement, mais aussi le droit à la contraception. Un peu comme ce qu'on a vu aux États-Unis quand Donald Trump est arrivé au pouvoir et que sa première action a été de demander la suppression, enfin de remettre en route le Global Gag Rule pour supprimer les financements aux ONG qui travaillaient sur l'accès à ces droits sexuels et reproductifs dès lors qu'elles parlaient d'avortement ou qu'elles informaient simplement sur l'avortement. Donc ce mouvement, j'ai envie de dire, est un mouvement mondial d'organisation qui réunissent à la fois des mouvements d'origine catholique, enfin l'extrême religieux, des mouvements populistes aussi, je pense à des gouvernements comme la Hongrie, comme la Pologne, et des mouvements d'extrême droite, comme par hasard, par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure la situation de la Hongrie, où aujourd'hui on entend des propositions de la ministre hongroise de la famille et des enfants, qui propose par exemple que l'on, comment je vais dire ça, que l'on supprime l'impôt pour les familles qui auraient plus de 4 enfants. Donc c'est vraiment encourager une politique nataliste, faites des enfants, mais bien sûr faites des enfants bien de chez nous, des enfants hongrois, c'est-à-dire que très clairement, on peut dire que ces politiques natalistes et ces politiques anti-droits sexuels sont aussi directement liées à des politiques anti-migrants. C'est-à-dire que la question de l'immigration est importante. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple en Italie, l'affiche qui a été faite par Forza Italia, je pense, où l'on voit une femme sur une affiche qui ressemble beaucoup à une iconographie un peu de période, j'ai envie de dire Mussolini ou avant, où on voit une femme qui donne le sein et où il est dit l'Italie a besoin d'enfants, mais pas d'enfants d'immigrés, ni d'enfants d'homosexuels. Donc je pense que le projet il est très clair. Et donc on est là-dedans aujourd'hui en Europe. Ces mouvements sont présents dans plusieurs pays, sous des formes différentes, et puis ils sont aussi présents en France, et ils agissent avec des moyens dont on ne connaît pas toujours l'origine, mais on sait très bien qu'il y a derrière du soutien
des États-Unis, qu'il y ait des soutiens aussi de la Russie. Hein, je ne sais pas si vous avez vu récemment dans le Monde, il y a eu une série d'articles sur justement ces financements des mouvements populistes et d'extrême droite, avec par exemple une interview de Poutine qui veut clairement sauver l'Europe chrétienne. Hein. Donc je pense qu'on est là devant un mouvement qui est profond, qui est organisé à un niveau international, avec des personnes qui sont assez présentes au niveau européen, et ça je pense que c'est important de le préciser, avec l'objectif d'influencer les décisions qui se prennent au niveau européen. Donc on sait que les droits sexuels et reproductifs sont de la compétence des États et pas de l'Europe, mais qu'en même temps, l'Europe a dans ses compétences d'une part l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autre part la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et en ce sens-là, l'Europe a déjà pris des positions progressistes pour que toutes les personnes aient accès à ces droits sexuels et reproductifs, et pour inciter les États à prendre les mesures nécessaires pour que les personnes, et les femmes notamment, aient accès à ces services. Donc je pense que c'est important au moment de ces élections européennes, c'est un enjeu qui est absolument fondamental. Les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains fondamentaux, il faut les considérer comme tels, et donc l'Europe a une responsabilité dans ce sens, d'une part, et ces droits fondamentaux concernent aussi les personnes migrantes, et que l'Europe a aussi une responsabilité sur la prise en compte de ces droits fondamentaux pour toutes les personnes, dont les personnes migrantes. Et un troisième point qui me paraît absolument essentiel aussi, c'est aujourd'hui la difficulté de ratification de la Convention d'Istanbul, qui est un des premiers textes contraignants au niveau européen, notamment au niveau du Conseil de l'Europe, et que l'Union européenne doit ratifier, et que chaque pays doit ratifier. C'est le premier texte contraignant sur les violences faites aux femmes dans une approche globale de ces violences, et pas simplement par un seul aspect. Et donc, je pense que l'enjeu au niveau européen aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en évidence la responsabilité de l'Europe sur les questions de droits humains et sur l'accès à ces droits humains, pour que, effectivement, l'Europe puisse faire pression sur les États pour qu'ils appliquent les politiques nécessaires, et nécessaires à l'égalité entre les sexes, et nécessaires entre l'égalité entre les sexualités aussi. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important. Et on a eu d'ailleurs plusieurs résolutions progressistes de l'Europe dans ce sens. Et très récemment, alors on se souvient qu'en fin 2017, Nils Muižnieks, qui était l'ancien commissaire européen aux droits de l'homme, s'était déjà inquiété de l'évolution de ces droits humains en Europe, et notamment des droits sexuels et reproductifs. Et la nouvelle commissaire européenne au niveau du Conseil de l'Europe, en mars 2019, récemment donc, a aussi écrit qu'elle était très inquiète par rapport à ces droits sexuels et à leur évolution en Europe. Donc elle nous alerte là-dessus, et on sait aujourd'hui que le Parlement européen a pris une résolution par rapport à ça, très récemment aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est pas simplement ni le planning familial, ni l'IPPF, ni j'ai envie de dire les mouvements qui s'intéressent à ces droits qui s'inquiètent aujourd'hui, mais c'est bien une prise de conscience politique des enjeux forts que représentent ces droits au niveau européen aujourd'hui. Alors, ce qui est important de dire, c'est que je suis donc membre du Conseil économique et social européen, de la section santé et affaires sociales, mais aussi de la délégation droits des femmes pour l'égalité. Et au sein de cette délégation, nous portons actuellement une saisine qui s'appelle « Promouvoir les droits sexuels en Europe, un enjeu pour l'égalité ». Donc l'objectif de cette saisine, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les freins et les menaces à ces droits dans le contexte actuel, et voir quels seraient les leviers pour agir, pour promouvoir ces droits en Europe. Donc à ce titre-là, nous avons auditionné à la fois des personnes qui ont une bonne connaissance un peu des mouvements en Europe par rapport à ces droits, je pense que ça c'est important, mais aussi, et ça je crois que c'est important de le dire, en lien avec la situation en France, hein, c'est-à-dire que comment ça se passe en France, puisque c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'en France, on a toutes les lois qu'il faut, et c'est vrai que depuis plusieurs années, les lois en France ont évolué de façon
favorables, hein. Je pense par exemple à la situation de l'avortement. Depuis la loi Veil, on a quand même levé par exemple la notion de détresse, hein. Maintenant, c'est la femme toute seule qui peut décider si oui ou non elle veut avorter. On a supprimé le délai de réflexion. On a permis aux sages-femmes de faire des IVG médicamenteuses. On a donné la possibilité au centre de planification de faire des IVG médicamenteuses. Voilà, alors on a encore des conquêtes à obtenir, hein, notamment le fait que les sages-femmes puissent faire des IVG instrumentales, par exemple, le fait de cette double clause de conscience sur l'avortement, cette clause de conscience spécifique qui stigmatise encore l'avortement et qui constitue un frein à l'accès à l'avortement. Voilà, donc, mais on voit bien aussi que les lois ne suffisent pas et que l'application des lois est très compliquée. On a vu ces dernières années des difficultés d'accès à l'avortement sur certains territoires. Et je repense par exemple à la situation de l'été dernier, par exemple à l'hôpital du Bailleul dans la Sarthe, où les médecins ont posé leur clause de conscience et il n'y avait plus d'avortement possible avec le départ d'un des médecins dans cet hôpital. C'est des situations qu'on retrouve dans plusieurs endroits, par ailleurs. Voilà, donc il y a vraiment un travail à faire sur comment les lois aujourd'hui s'appliquent vraiment, quelle est la connaissance que nous avons aujourd'hui de l'influence de la clause de conscience sur l'accès des femmes à l'avortement, hein, parce que on a plusieurs obstacles à l'avortement aujourd'hui en France, hein. C'est d'une part la restructuration d'un certain nombre d'hôpitaux, et ce qu'on oublie de dire, c'est que quand une maternité disparaît, c'est aussi le service IVG qui va avec, qui disparaît. Ça, en général, on n'en parle pas. Voilà, donc on a vu la diminution de 130 centres à peu près, hein, depuis une petite dizaine d'années. Voilà, c'est des restructurations de services qui fait qu'on a dans les services des personnels qui ne sont pas toujours formés pour accueillir les personnes qui sont en demande d'avortement ou des personnes qui n'ont pas forcément envie de le faire. Voilà, donc ça je pense que c'est important. Et puis aussi des médecins qui opposent leur clause de conscience, mais une clause de conscience à géométrie variable, hein. Par exemple, moi je veux bien faire les avortements jusque 8 semaines ou jusque 10 semaines, mais après j'ai plus envie de les faire. La loi le dit, mais oui, mais moi j'ai pas envie de le faire. Voilà, ou des questions qui sont posées aux femmes, par exemple, est-ce que c'est votre premier avortement? C'est un deuxième, troisième? Ah non, moi je fais pas pour les récidivistes. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut entendre, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est des témoignages de femmes, hein. Voilà, donc cette saisine a l'objet de vraiment faire un état des lieux de la situation en France et en Europe. J'ai beaucoup parlé d'avortement, on peut parler de l'éducation à la sexualité, hein, où on a une loi en France depuis 2001 qui propose, enfin qui impose normalement 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par année d'âge. Et on sait qu'on est très content aujourd'hui quand les élèves ont reçu 1 ou 2 séances dans toute leur scolarité. C'est pas normal. D'autant qu'on veut, nous, que ce soit une éducation à la sexualité complète. Quand je dis complète, ça veut dire une éducation à la sexualité qui prenne en compte toutes les dimensions de l'éducation à la vie affective et sexuelle, et pas simplement attention sida, attention grossesse, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment important de faire cet état des lieux et de voir comment est-ce qu'on peut renforcer ces droits sexuels et reproductifs en France et en Europe, les défendre d'abord, faire en sorte qu'ils existent, les inscrire dans la loi et veiller à leur application, et comment est-ce qu'on peut faire pour que toutes les personnes se sentent mobilisées par rapport à ces droits, qu'on a tendance à considérer comme acquis, qu'on n'imagine pas voir un jour disparaître. Et pourtant, et c'est Geneviève Fraisse qui nous le disait, hein, lors d'une de ses auditions, qui disait, mais ce sont des droits qui sont réversibles. Et je pense qu'elle a raison. Donc on a intérêt à toutes et tous se mobiliser pour l'accès à ces droits en France et en Europe. Et si vous le souhaitez, il y a plein de petites vidéos justement sur ces auditions que vous pouvez voir sur le site du Conseil économique et social environnemental.